Bonjour chers lecteurs d'Internet. Je vous propose de découvrir sur ce volet l'époque fastueuse des XIIe et XIIIe siècles. Qu'est-ce qui a fait que notre pays était prospère à cette époque? Qu'est-ce que cela a changé dans les paysages de notre région? Qui a fait construire notre château d'Angers tel qu'on le connaît aujourd'hui? Et bien d'autres événements qui ont marqué notre pays avant l'entrée dans la guerre de 100 ans. Mais ça, j'y viendrai plus tard. Et tout d'abord, je vous parle de faste. Mais savez-vous pourquoi on parle de prospérité à cette époque en France? Eh bien, à cette époque, le pays est épargné par les épidémies et la culture est florissante. En effet, il y a dans un premier temps une révolution agricole. Les paysans, ceux qui travaillent pour ceux qui prient et ceux qui se battent, vont modifier leur méthode de culture. Auparavant, ils mettaient la moitié de leurs terres au repos, ce qu'on appelait la jachère. Eh bien, ils vont modifier cela et mettre maintenant plus qu'un tiers de leurs terres en jachère, ce qui va entraîner une augmentation de leur récolte. Et ce surplus va pouvoir être vendu sur les marchés. Cela va permettre également un développement des foires et des marchés dans les villes. En parallèle, on note un très net essor urbain. Pour certains historiens, il s'agirait surtout d'une renaissance, car les villes créées au temps des Romains n'étaient parfois devenues qu'un lieu de commerce et d'échange. Les populations vont alors s'y regrouper et former parfois des organisations revendicatrices de droits et libertés auprès de leurs seigneurs, se nommant conjuratio ou communio, communes. L'Église implante de nouvelles paroisses. Des enceintes sont construites ou reconstruites. C'est ainsi qu'Angers verra la troisième enceinte de la ville se dessiner. Les écoles se développent. Les monastères avaient dans un premier temps assuré les enseignements. On assiste alors au déclin de ces écoles au profit des écoles urbaines, souvent organisées en pensionnats auxquels seules les riches familles pouvaient accéder. Les universités se développent à l'image de celles de Paris, parfois issues de la réorganisation d'anciennes écoles comme à Angers entre 1229 et 1231. Et le royaume de France dans tout cela, qui le gouverne? Eh bien, c'est Philippe Auguste, qui à cette époque est couronné roi. Et il sera le premier à se faire appeler roi de France, et non plus roi des Francs. Il s'agit surtout à l'époque de montrer la puissance de la dynastie capétienne qui n'est pas des moindres. En effet, Philippe Auguste a récupéré de nombreuses terres, telles que l'Anjou, le Maine, la Touraine, après avoir récupéré la Normandie. Et en Anjou, savez-vous à quand remonte la construction de notre château? La construction du château remonte à 1227 environ. En effet, suite à une attaque du comte-duc de Bretagne, Pierre de Dreux, la ville est reprise par le roi Louis IX ou Saint-Louis, qui décide avec sa mère, la reine Blanche de Castille, petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, ça y est, je vous perds, de la transformer en véritable forteresse et commande la construction du château, englobant le palais comtal. Le bâtiment compte alors 17 tours en poivrière, avec des chapeaux de sorcières. Elles sont toutes aussi hautes que la tour du moulin. Je vous expliquerai plus tard ce qui les a fait diminuer. Au même moment, la cathédrale Saint-Maurice est également agrandie. Il en faut de la place pour accueillir tous ces nouveaux citoyens. Et les pierres sont aussi le signe de richesse. Je vous le rappelle, au XIIIe siècle, on est dans la prospérité. Pour construire ces deux bâtiments, il faut des pierres. Et l'ardoise, on en a dans le coin. Une carrière va être ouverte et elle se trouvait à l'emplacement actuel de l'étang Saint-Nicolas. Petite anecdote à ce sujet, on dit que les ouvriers avaient tendance à se voler les pierres entre les deux chantiers. C'est pas très fair-play tout ça. En 1246, le roi Louis IX donne à son frère Charles le comté d'Anjou en apanage. Charles est également couronné roi de Naples et de Sicile. L'Anjou ne devient alors plus forcément une priorité. Et cela ne va pas s'arranger lorsque son fils, Philippe IV, sera couronné roi de France. Petit à petit, le château est laissé en désuétude. On ne pouvait pas achever ce volet sans évoquer la religion. Et oui, il y a tout de même deux éléments majeurs à évoquer. Tout d'abord, la création de l'Inquisition. Bon, il faut reconnaître, ce n'était pas forcément en soi une glorieuse idée. Et la seconde, la poursuite des croisades. Et lorsque l'on parle des croisades, on ne peut pas oublier de parler des Templiers. Non, je vous ferai grâce de la présentation de cet ordre bien connu qui, bravant tous les dangers, sécurisait les routes,
en direction de Jérusalem, et qui petit à petit ont su amasser un petit pécule pour leurs vieux jours. Et c'est ce fameux trésor qui va leur coûter cher, si j'ose dire. Philippe le Bel, envieux de ce que visiblement les Templiers ont pu récupérer, vient toquer à leur porte pour être des leurs. Mais on n'entre pas si aisément dans la confrérie. Furieux, il va alors ordonner le vendredi 13 octobre 1307 à 9h du matin qu'une arrestation massive se fasse. Nombreux seront ceux qui mourront ce jour et dans les prisons. D'autres prévenus, on ne sait comment, parviendront à s'enfuir. Pour beaucoup d'entre eux, ils iront rejoindre l'Écosse, et plus précisément Robert the Bruce, le premier roi d'Écosse. Pourquoi en Écosse? Parce qu'on a un ennemi commun, l'Angleterre. Malheureusement, en 1313, le maître des Templiers, Jacques de Molay, est condamné au bûcher. Il lancera alors une malédiction sur le roi et ses bourreaux. En 1328, la dynastie des Capétiens s'éteignait. Il y a bien des choses que parfois on n'explique pas forcément. Pour terminer ce chapitre, et sans vouloir être vulgaire, savez-vous d'où vient notre charmante expression « enfoiré » Eh bien, cela vient des foires. En effet, ceux qui tenaient les stands étaient généralement, au bout d'un moment, très sales et ne sentaient pas très très bon. Ils étaient donc nommés ainsi des enfoirés. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager surtout. Et rendez-vous au prochain volet de notre belle histoire d'Anjou. Topette à tous!